Monsieur l'ambassadeur, chers collègues de l'Institut d'Europe et de l'Université de Zurich, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à l'Université de Zurich. Le 19 septembre 1946, Sir Winston Churchill, fameux homme d'État, pendant sa visite à l'Université de Zurich, a présenté un discours visionnaire. Son appel à la jeunesse européenne, en avant l'Europe, est devenu célèbre dans le monde entier. Son discours commence avec ces phrases. « Je veux vous parler aujourd'hui de la tragédie de l'Europe. Elle est à l'origine de la plupart des cultures, des arts, de la philosophie et des sciences des temps anciens et modernes. Si l'Europe était un jour unie dans le partage de son patrimoine commun, il n'y aurait pas de limite au bonheur, à la prospérité et à la gloire dont en jouiraient les millions de ses habitants. » Le 26 octobre 2016, un autre grand homme d'État a rendu visite à l'Université de Zurich, Giscard d'Estaing. L'ancien président de la République française a choisi les mêmes mots d'introduction. Je viens vous parler de la tragédie européenne. Depuis plus de 20 ans, l'Union européenne tourne en rond, impuissante, sans idées, sans méthode, sans vision, tandis que les forces nationalistes ont le vent en poupe dans les différents pays membres. Peut-être, monsieur l'ambassadeur, vous commencez aussi votre relation avec la même phrase, je ne sais pas. Nous sommes ici ce soir à l'invitation de l'Institut d'Europe à l'Université de Zurich. J'ai l'honneur et le grand plaisir de vous présenter un autre expert en politique internationale, M. Frédéric Journes, ambassadeur de France en Suisse et au Liechtenstein. Il a commencé sa carrière diplomatique en 2003 en tant que premier secrétaire à la représentation permanente de la France auprès des Nations Unies à New York. Entre 2007 et 2011, il a été premier conseiller à l'ambassade de France à Athènes et à Kaboul. De retour à Paris, il a exercé les fonctions de directeur adjoint des affaires stratégiques au ministère des Affaires étrangères et directeur des relations internationales, gouverneur à l'AIEU. Sa dernière étape avant Berne était le secrétariat général de la Défense de la Sécurité nationale, où il occupait la fonction de directeur des affaires internationales, stratégiques et technologiques. L'Université de Zurich poursuit depuis une dizaine d'années une stratégie d'internationalisation et la coopération dans l'espace éducatif européen est un pilier important de cette stratégie. Un fondateur de cette stratégie est assis auprès de vous. Des liens profonds ont été tissés avec les universités à Berlin, à Prague, à Genève et d'autre part. L'Université de Zurich fait partie aussi de la League of European Research Universities et qui la relie aux universités Paris 1, Panthéon-Sorbonne et Paris-Saclay. La semaine dernière, justement, l'Université de Zurich a été admise dans le réseau universitaire européen UNA Europa, qui développe l'avenir de l'enseignement universitaire en général. C'est également dans ce contexte que nous collaborons avec l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Comme vous pouvez le constater, l'Université de Zurich est pleinement engagée dans les projets européens. J'aimerais profiter de l'occasion afin de remercier le professeur Kellerhals, directeur de l'Institut européen, et son équipe pour l'organisation de cette soirée, avec ses conférences publiques portant sur divers sujets de la politique nationale et internationale. L'Institut de l'Europe contribue à l'image de l'Université de Zurich comme institution ouverte qui se prête comme plateforme de discussion et de réflexion. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie vivement d'être disposé à nous parler ce soir. Votre visite nous fait un grand honneur. Soyez assurés que nous allons vous suivre avec le plus grand intérêt.
Messieurs les secrétaires d'État, cher Michael Ambul et Jean-Daniel Herbert, Monsieur le Président des écoles polytechniques fédérales, cher Michael, Monsieur le Vice-recteur, Monsieur le Directeur de l'Institut Europe, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les étudiants, chers amis. Es tut mir leid, dass ich heute Abend nicht auf Deutsch sprechen kann. Mein Urdeutsch ist leider zu schlecht dafür. Aber ich bin sehr stolz, dass ich heute Abend in diesem Saal bin. To continue for a few seconds of English, last time I was here was for John Bercow, former Speaker of the House of Commons, with whom I share a soft spot for representative democracy. I believe in the interest of parliaments, and a despicable taste for flashy ties, and I've been wearing one from his favorite brand in his honor and with an eye of sympathy. You can be French, you can be pro-European and definitely love the British. Je repasse à la langue française. Je suis très heureux, très heureux d'être avec vous à Zurich pour évoquer la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Vous l'avez mentionné, on se trouve dans l'université qui a accueilli le discours historique de Winston Churchill en 1946, beaucoup d'autres. Et donc, j'ai, comme on dit au théâtre, le trac ce soir en parlant devant vous. Lorsque Churchill avait fait son discours, il parle d'une Europe qui est en ruine. Elle est en ruine parce qu'elle était divisée, parce qu'elle était un concert de puissance, parce qu'elle n'a pas vu, pas voulu venir voir la guerre et les difficultés. 76 ans plus tard, le scénario d'une guerre en Europe, d'une guerre d'agression en Europe, qui semblait de la science-fiction, est maintenant revenu sur le devant de la scène, et les efforts d'unité des Européens, dont nous avions tendance à nous moquer, en oubliant ce qu'ils avaient fait pour la paix, tout d'un coup reprennent leur crédibilité. L'agression et l'invasion de l'Ukraine, décidée par Vladimir Poutine, à moins de 2000 km d'ici, j'ai vérifié, le trajet à vol d'oiseau de Kiev à Zurich est légèrement plus court que le trajet de Zurich à Lisbonne. On est chez nous. Tout ça nous ramène à une autre époque. Donc, on se trouve dans un contexte de crise sécuritaire. L'Union européenne joue un rôle important dedans. Et on se pose tous la question, comment est-ce qu'on va continuer à construire notre avenir économique, notre avenir démocratique, notre avenir de progrès, et empêcher la guerre. Quand je dis empêcher la guerre, c'est aussi empêcher qu'elle ne s'étende jusqu'à nous, et, dans tous les cas de figure, ne pas la perdre, puisque c'est ça le sujet. Et donc nous avons une présidence française de l'Union européenne qui était conçue sur un agenda pour assurer la continuité avec les présidences qui nous suivent. J'expliquerai le fonctionnement de ces exercices pour améliorer l'avenir de l'Europe, son modèle économique, son modèle de société et de croissance, et qui tout d'un coup prend une collision avec une crise internationale majeure. C'est intéressant de voir comment l'agenda continue, comment l'agenda est impacté. La dernière fois qu'on avait donc présidé l'Union européenne, à l'époque c'était une présidence de l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est une présidence du Conseil de l'Union. C'était donc il y a 13 ans et demi, été 2008, et ça a été une présidence des crises, la crise financière qui venait de démarrer juste avant et la crise géorgienne qui a éclaté en plein milieu, au mois d'août. Et à nouveau, 13 ans et demi plus tard, cette présidence, donc comme je le disais, cette fois du Conseil de l'Union, parce que le traité de Lisbonne, le traité sur l'Union européenne est passé par là, cette présidence se passe à nouveau dans le contexte d'une crise majeure. Alors, il faut voir comment l'Ukraine modifie l'agenda, comment elle le confirme. C'est peut-être l'articulation des deux qui est la plus intéressante. On n'est pas face à une crise éphémère, c'est quelque chose qui va durer, qui évolue très rapidement pour l'instant sous nos yeux, mais qui va affecter l'économie, le fonctionnement de la vie démocratique et économique de nos sociétés sur notre continent pendant 20 ou 30 ans.
Cela va vous concerner pour les étudiants, quelle que soit votre orientation professionnelle, quels que soient les métiers que vous allez faire. Je dois dire à titre personnel que je suis désolé que ma génération vous laisse de tels désordres en héritage. C'est aussi un moment où le fait que vous soyez dans une université qui est un des hauts lieux d'intelligence de l'Europe est un atout, parce que vous allez devoir mobiliser votre libre arbitre, votre capacité d'analyse, votre capacité de discernement. Quand j'avais l'âge des étudiants présents parmi nous ce soir, j'ai assisté à la première guerre du Golfe. C'était la première guerre en direct sur CNN. Nous n'avions pas l'habitude du spin médiatique. À l'époque, c'était celui des armées occidentales. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est, vous baignez dedans, donc dans tout ce que nous pouvons dire, y compris dans ma propre intervention ce soir, gardez votre distance critique. Vous avez la chance d'être dans un des meilleurs lieux au monde pour apprendre à le faire. Et cette sens critique et ce discernement, vous allez en avoir besoin dans les années qui viennent. Alors j'attaque maintenant le vif du sujet, c'est une présidence du Conseil de l'Union européenne. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Et comment est-ce que la crise est en train de l'impacter ? Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que présider le Conseil européen, ça n'est pas être le chef de l'Europe. D'abord parce que ça n'est pas un rôle de chef de l'exécutif. L'exécutif européen, c'est la Commission. Et donc le chef de l'exécutif européen, c'est la présidente de la Commission, c'est Ursula von der Leyen. Le Conseil européen est un des deux organes législatifs de l'Union. Vous avez le Parlement et le Conseil. Et d'ailleurs, il y a une étape très importante dans la fabrication des textes aujourd'hui, majoritairement, qui sont les trilogues, où vous devez faire travailler l'exécutif avec les deux chambres. Donc voilà, en fait, vous exercez la présidence tournante pour les États membres d'une instance législative. Ça veut donc dire que vous êtes chargé, avec le co-législateur, d'organiser un travail sur des textes de loi. Il ne s'agit pas de prendre le dessus sur les autres pour donner la ligne. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Il ne s'agit pas de profiter de la tribune pour exprimer ou imposer vos opinions. La vérité, c'est que c'est plutôt le contraire. C'est l'occasion où vous devez, en particulier dans les groupes de travail où on préside, les mettre en réserve. Parce que le rôle de la présidence est plutôt d'essayer d'amener le reste des 27 à des consensus là où on en est proche. Donc, vous n'inventez pas l'agenda législatif, vous le recevez. Vous allez travailler sur des projets qui, pour la plupart, ont démarré avant vous et qui vont continuer après. Donc, nous avons un calendrier des textes devant nous. On sait déjà lesquels nous allons adopter, lesquels vont probablement passer sous présidence tchèque, lesquels vont passer encore plus loin. Et vous savez que l'essentiel des textes à l'agenda vont continuer, vont rester en discussion après vous. Et il y a une raison pour ça, il y en a 200 sur la table, un peu plus de 200. Ça vous donne l'idée de la masse de travail législatif d'une énorme institution comme est l'Union. Ce que vous faites comme présidence, c'est que vous mobilisez vos ressources diplomatiques pour pousser l'effort vers le consensus sur les sujets que vous pensez être les plus importants, les plus valables, les plus urgents, les plus proches, quelque part, de réussir. Et quand ensuite une situation de crise formidable survient comme celle que nous traversons depuis 15 jours, cette mobilisation de l'outil diplomatique du pays qui a la présidence a un double sens que j'évoquais tout à l'heure, continuer à construire l'avenir tout en cherchant à empêcher la guerre. Alors, je vais commencer par partir de ce que restent les priorités qu'on s'était fixées pour cette présidence française du Conseil de l'Union européenne, pour l'avenir de l'Europe. On verra bien évidemment comment est-ce que la crise a tapé dessus, au fil de l'eau. Et on va s'apercevoir que les objectifs étaient par chance ou au fait pas par chance, parce que les vraies interrogations de fond étaient déjà là parmi les États membres, assez bien trouvées. Et puis je vais quand même prendre un temps pour vous parler spécifiquement de qu'est-ce que fait l'Union européenne au sens large face à cette crise ukrainienne. Donc je vous le disais, on doit continuer à faire avancer l'agenda législatif prévu. C'est un énorme travail de soutien
c'est comme le conseiller fédéral qui prend la présidence tournante du Conseil fédéral en Suisse. Toute son équipe et toute son administration est mobilisée sur la présidence pour faire tourner les travaux du Conseil fédéral. C'est pareil au Conseil de l'Union européenne. Donc ce travail d'organisation, pour vous en donner une échelle, c'est 350 grands événements, dont 18 réunions ministérielles, ce qu'on appelle des informelles, et 70 conférences de ministres, informelles aussi. Une énorme machine. Et vous y ajoutez les sommets quand il en arrive. Alors comme ça a fait des débats dans la presse suisse, parce qu'il y avait un moment où tout le monde faisait la comptabilité des choses, où les conseillers fédéraux étaient invités, pas invités, je vous le confirme, parce qu'on a travaillé avec mon équipe pour le bien vérifier, ils sont invités très 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 largement à tous ces exercices. Donc pour vous le dire, Karine Keller-Sutter était à Lille pour l'informel sur les affaires intérieures, Alain Berset à Grenoble et à Lyon sur la santé, Guy Parmelin à Bordeaux sur travail, emploi, affaires sociales, Martina Hirayama à Toulouse, Simonetta Soderburga pour une informelle transport. Donc voilà, ça tourne. Il y a des invités, il y a des partenaires. Qu'est-ce que ça donne avec la crise dans la gestion de cette méthodologie du calendrier, déjà de la réunionnite de l'Union? Ce qui se passe, c'est que les réunions sont maintenues. Par contre, la crise s'invite dedans. Donc concrètement, vous aviez des informels énergie, évidemment qu'on va parler de la Russie. Il y a une informelle agriculture, la question de la production céréalière ukrainienne et de l'équilibrage des approvisionnements alimentaires mondiaux, évidemment, vient à l'ordre du jour. L'agenda des informels transport, là aussi, vous avez un impact. Là où vous en avez un qui est le plus fort, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même, donc à Versailles, sur le 10 et le 11 mars. Il était prévu normalement d'avoir une informelle des ministres en charge du commerce extérieur sur le nouveau modèle de croissance. Ça s'est transformé en sommet européen et ça couvre à la fois les questions de croissance, de résilience face à la crise ukrainienne et les questions de défense. Ce que ça a d'intéressant, comme il y a une très bonne articulation entre le Conseil et la présidence, c'est que pour cet exercice qui est en cours, le gros morceau, c'est l'énergie. Et donc, la Commission européenne a été capable, en une dizaine de jours, de boucler un programme, un plan d'urgence, un plan de résilience sur l'énergie qui s'appelle Repower the EU, donc produit en 10 jours, ce qui donne l'idée de la puissance de travail, de la force de proposition que l'exécutif européen, avec des grandes directions comme la direction générale ENER pour l'énergie, est capable d'injecter. Ça a également pour effet d'accélérer certains agendas, en particulier l'agenda européen sur l'hydrogène, qui était déjà dans nos priorités, et il y a tout un travail sur l'interconnexion des terminaux gaziers, puisque le gros sujet des Européens, c'est de remplacer le gaz naturel russe par du gaz liquéfié arrivant par méthanier du reste du monde. Sur le fond de ces priorités qui continuent à structurer le travail législatif, je vais vous donner deux types de points d'éclairage. Je ne vais pas tout passer sur les 200 textes. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est de souligner simplement certains points qui, dans cet agenda, sont intéressants pour la Suisse, et puis certains points où leur adéquation avec les situations de crise est particulièrement intéressante. Alors, il y a 3 gros morceaux dans l'intitulé des objectifs de la présidence française. C'est ceux qu'Emmanuel Macron, le président de la République, avait présentés à la presse quand on a lancé la présidence. Et à vrai dire, ces grandes ambitions, elles collent terriblement aux problèmes que nous avons devant nous. La première, c'était, et c'est toujours, une Europe plus souveraine. La seconde, un nouveau modèle européen de croissance, car la mondialisation heureuse est terminée. Et la troisième, une Europe humaine, sûre de ses valeurs. Ces collaborateurs qui avaient rédigé ça, finalement, étaient assez bien inspirés. Ils n'étaient pas, comme je vous le disais, si bien inspirés. Nous n'avons pas inventé ces choses. Elles sont le résultat du dialogue entrepris avec la Commission et les grands partenaires en amont. Donc ça correspond à un état d'esprit qui existait chez les Européens. Alors, ce premier morceau sur l'Europe souveraine, ça couvre 2 choses. Une question de défense, qui était quelque chose d'assez circonscrit autour du concept de boussole stratégique et qui, là, est en train de prendre de l'ampleur. Le gros morceau, il a trait à Schengen. Là, ça concerne directement la Suisse, puisque la Suisse
est partie à ces accords et fait partie de l'espace Schengen. Il y a 2 semaines, ça aurait été le seul sujet dont je vous aurais parlé. Ça nous intéresse parce que nous avons des sujets concrets. Le sujet concret qui nous a occupé tout l'été, ça a été les filières afghanes, donc de réfugiés afghans qui arrivent dans les Balkans, passent en Autriche, traversent la Suisse pour se diriger ensuite en France à destination du Pas-de-Calais, donc pour essayer de gagner l'Angleterre. Ça, c'est un très gros sujet de travail commun. Et la France avait fait le choix, on l'avait annoncé et le président l'a confirmé à Roubaix et Lille, de dire que la Suisse avait toute sa place dans la réforme et le renforcement de la gouvernance politique des accords de Schengen. Même chose, gros effort à faire, il est laborieux, sur la réforme de ce qu'on appelle le paquet migration-asile. C'est difficile politique, parce que vous avez les règles de Dublin qui font que les demandeurs d'asile déposent la candidature dans le premier pays de l'Union où ils arrivent, et qu'ensuite les autres pays sont assez réticents à en accueillir. Donc ce mistigris continue depuis quelques décennies. Avec la crise ukrainienne, on change complètement d'échelle. Lundi, quand nous avons révisé les éléments pour cette intervention, j'avais écrit qu'au jour où je vous parlerai ce soir, il y aurait entre 1,5 million et 2 millions de réfugiés ukrainiens qui auraient gagné le sol de l'Union. Nous étions ce soir, vérification juste avant cette intervention, à 2,3 millions. Il rentre 180 000 personnes par jour. Donc il y aura au minimum, comme l'indique le Haut Commissariat aux réfugiés, 4 voire 5 millions de réfugiés ukrainiens en Europe. C'est beaucoup plus que la vague migratoire de 2015. Alors, wir schaffen das. Mais c'est quand même un gros défi. Et on ne va pas laisser les Polonais tout seuls. Et je vous signale tout de suite, et c'est intéressant à le regarder, c'est là où ça vous montre que la Suisse travaille avec les Européens sur des points importants. Le langage utilisé par Karin Keller-Sutter, quand elle est intervenue à l'issue de la réunion du Conseil fédéral où on a annoncé les mesures suisses, décidant de prendre des sanctions identiques à celles de l'Union et décidant également des points sur les questions des réfugiés. Elle a annoncé dépassement des 90 jours, les gens peuvent rester, papier non biométrique, les gens peuvent rester, papier incomplet, les gens peuvent rester. Ces instructions ont été données à l'identique avec exactement les mêmes mots dans la circulaire de notre ministre de l'Intérieur, vers les préfets et nos services de police. On est complètement alignés en ce moment sur ces dispositifs parce que c'est une crise que nous traversons ensemble. Sous le chapeau ensuite, alors un point que je voulais rajouter là-dessus, sur cette question migratoire, elle a également des conséquences, non seulement sur l'unité des Européens, mais sur notre image à l'extérieur. Et j'attire l'attention pour vous sur le problème de gestion qu'on a eu, par exemple, de la situation des étudiants africains qui étudient en Ukraine. Pour faire une litote, ils n'ont pas été traités de manière prioritaire pour monter dans les trains, dans les bus et passer les lignes frontières. Tout ça a été repris légèrement dans nos médias, mais viral sur les réseaux sociaux en Afrique. Ça a donné une très mauvaise image et nous devons travailler ce sujet pour ne pas perdre les États africains dans le travail international, dont je parlerai à la fin de mon intervention. Et donc, il y a une nécessité politique des Européens de bien accueillir ces étudiants pour les aider à rentrer chez eux dans de bonnes conditions et ne pas perdre la guerre de l'opinion à l'échelle globale. Et l'Afrique, ça compte pour une raison simple, c'est que ces 50 pays, ça fait la bascule au Conseil, aux Nations Unies. Alors, sous ce chapeau de l'Europe souveraine, on a également un sujet sur la stabilité et la prospérité de notre voisinage. Je viens de mentionner la situation africaine, et l'Afrique est un continent travaillé par la Russie. Vous avez tous entendu parler des mercenaires du groupe Wagner. Les mercenaires ne sont pas des gens gentils. Pour avoir travaillé 2 ans en Afghanistan, mon plus mauvais souvenir d'Afghanistan a été la première fois où j'ai pris l'avion pour aller en Afghanistan. Et où j'étais dans l'avion, non pas avec des mercenaires, mais avec les employés des établissements, des entreprises de sécurité privée, Halliburton, Blackwater. Et je me suis dit, c'est donc ça que nous envoyons. Et c'est les mêmes gens que la Russie envoie en Afrique. Il y a un deuxième sujet sur l'accroissement de notre souveraineté en travaillant avec notre voisinage qui intéresse la Suisse, c'est les Balkans. Parce que vous avez de très grosses communautés originaires d'Albanie et du Kosovo, et que la stabilisation de cette région, sur laquelle, en gros,
l'Europe a pris une quinzaine ou une vingtaine d'années de retard. Je ne vais pas nier complètement ce qu'a dit le président Giscard d'Estaing à cette tribune, est absolument indispensable pour notre stabilité. Et là aussi, la crise ukrainienne, tout d'un coup, nous le montre brutalement. Où vont se positionner ces pays dans la crise que nous connaissons? Enfin, donc, dans cet agenda, je vous disais, il y a au gros morceau souveraineté, il y a un morceau défense. Il faut savoir que le traité de Lisbonne, le traité sur l'Union européenne, tout comme le traité de Washington qui crée l'OTAN, contient une clause de solidarité sur la sécurité et la défense. C'est l'article 42.7, qui est le pendant dans les traités européens de l'article 5 dans le traité de Washington. Alors, l'OTAN, évidemment, a une interprétation beaucoup plus importante, vous avez 29 membres. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'avec la crise ukrainienne, cette construction d'une Europe de la défense, qui était une construction qu'on essaye de faire depuis très longtemps, très lentement, est en train de s'accélérer. Ce n'est pas du tout qu'il s'agisse d'écarter les Américains. Personne ne veut écarter les Américains. Et surtout, personne ne veut que les Américains s'écartent d'eux-mêmes. On veut les garder. Mais si vous êtes Suédois ou Finlandais, que vous n'êtes pas dans l'OTAN, que la Russie emploie tout d'un coup un registre de discours très agressif, très menaçant, et vous menace de conséquences très graves si vous osez vous rapprocher de l'OTAN, l'article 42.7 du traité de l'Union européenne, ça devient votre seule garantie de sécurité, ça devient tout d'un coup une garantie très importante. Et vous voyez dans le même registre que les Danois, qui ne voulaient pas participer à la politique extérieure et à la politique de défense de l'Union, sont tout d'un coup en train de changer de position, par solidarité avec les Scandinaves, et parce qu'ils se rendent très bien compte que lorsque vous êtes en temps de crise, il faut avoir plusieurs cordes à son arc, et qu'avoir l'accord d'OTAN et l'accord défense européenne n'est pas mauvais, n'est pas contradictoire. Le deuxième axe de travail, le nouveau modèle européen de croissance. Ça se confirme là aussi comme étant un choix assez pertinent. On avait un consensus exprimé entre les 27 avant le début de notre présidence, qui était de dire, c'était les termes qu'on voyait apparaître, qu'on avait le besoin d'un réarmement économique de l'Europe, indispensable pour soutenir les Européens et leurs entreprises afin de surmonter la crise sanitaire et pour affronter les défis du siècle. Alors il y avait une phrase officielle qui était que l'Europe a désormais compris que la mondialisation heureuse était terminée. Nous vivons dans un monde où le marché est de plus en plus instrumentalisé à des fins politiques ou stratégiques. Et oui, on est tout d'un coup dans une situation où le caractère heureux est vraiment terminé, et on ne va pas le retrouver avant très longtemps, et que l'instrumentalisation qu'on voyait très bien dans l'utilisation de certaines puissances émergentes de caractère asymétrique des conditions d'accès au marché européen était devenue problématique. Donc ces mots, qui avaient été repris par Emmanuel Macron il y a 2 mois, qui avaient été testés avant avec nos principaux partenaires, nous ne les avions pas inventés tout seuls, mais au vu des bouleversements à la fois économiques et politiques qui nous attendent, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils étaient sans doute assez bien calibrés. Alors, l'idée des 27, à travers un agenda législatif, ça passe par une série de textes de loi, c'est de développer certaines politiques publiques à l'échelle de l'Union, avec l'objectif d'être plus assertifs, capables de mieux nous affirmer au plan international face à nos partenaires. Qu'est-ce que ça couvre ? Le premier, c'est de commencer par renforcer des capacités industrielles. Quand vous en avez perdu, il faut les reconstruire. C'est tout. Ça se traduit par un certain nombre de plans d'investissement, intéressants pour la Suisse à 2 titres. Ça permettait des dérogations aux aides d'État, comme quoi il n'est pas de principe qui ne connaissent quelques exceptions. Et donc on peut toujours trouver des solutions. La deuxième chose, c'est les sujets. Les gros morceaux, c'est hydrogène et semi-conducteurs. Alors sur hydrogène, on a terminé le trilogue avec le Parlement et la Commission et le Conseil. Donc en principe, ça va être adopté. Donc c'est un premier gros projet, un gros programme d'investissement. Il y en a ensuite sur les semi-conducteurs. Sur l'hydrogène, une des universités les plus en pointe dans le monde, c'est le THZ, où il y a un formidable labo de chimie inorganique qui est en pointe là-dessus. Ça vous intéresse donc parce que, au-delà du programme actuel, ce sont des choses qui vont modifier le paysage industriel de l'Europe dans 15 ans, dans 20 ans. Donc l'univers dans lequel les entreprises de votre pays vont participer au marché intérieur. Il y a une dimension additionnelle avec la crise, c'est qu'il va falloir s'organiser pour faire face à un risque de stagflation, avec une inflation qui est repartie
à la hausse et sur lequel les matières premières vont peser, et une croissance économique qui était repartie de manière sympathique après la fin des confinements, mais qu'évidemment la crise va impacter parce que vous avez une incertitude. Et là-dessus, on a des intérêts communs, et ce qui va se décider plus ou moins fortement ce soir, demain, pendant le Conseil européen à Versailles, est à ce titre-là très intéressant. Ça mérite de le regarder, à commencer par le volet sur la résilience énergétique. Enfin, le troisième axe, c'est l'Europe humaine, sûre de ses valeurs. Alors, il y a 3 semaines, j'en aurais parlé de manière assez succincte, mais là, tout d'un coup, c'est effectivement devenu très important parce que l'Union, et au-delà d'elle, le continent européen tout entier, est en train de se rendre compte que cette question de valeur doit être réaffirmée. Si je dois parler de l'Union européenne elle-même, nous avons été trop crédules, à l'extérieur et à l'intérieur. Et avons laissé ce qui se passait se dérouler aux portes de l'Europe, dans l'Europe, sans y faire attention, alors que ça nous concernait directement. Aujourd'hui, on a compris que la prochaine fois, c'est notre tour. Donc nous ne devons pas être timides sur la défense de l'état de droit, ni dans le combat pour nos valeurs. C'est un débat que les Européens ont repris. Je trouve que c'est très intéressant, c'est qu'il y a une symétrie entre ce débat qui est en train de repartir chez les Européens et le fait que vous ayez eu ce débat au Conseil national hier. Et que le débat en Suisse consiste à dire la neutralité est également la conviction que le droit international et le droit international humanitaire sont des règles indispensables entre nations civilisées, et que les Européens se disent peu ou prou la même chose. Cette réaffirmation des valeurs, elle est importante parce que c'est ce qui tient les peuples ensemble. Il y avait un grand chef d'État qui, à un moment très compliqué de l'histoire de la nation dont il avait la charge, enfin de l'État dont il avait la charge, avait dit ce qui suit. Notre constitution politique n'a rien à envier aux lois qui régissent nos voisins. Loin d'imiter les autres, nous donnons l'exemple à suivre. Du fait que l'État chez nous est administré dans l'intérêt de la masse et non pas d'une minorité, notre régime s'appelle la démocratie. L'égalité est assurée à tous par les lois. Chacun obtient la considération en raison de son mérite. La classe à laquelle il appartient n'importe pas. La liberté est notre règle. Une crainte salutaire nous retient de transgresser les lois, surtout celles qui assurent la défense des opprimés et qui, tout en n'étant pas codifiées, expriment à celui qui les viole un mépris universel. C'est pas Clémenceau, c'est Périclès. C'est l'hommage aux morts des guerres du Péloponnèse sur la Pnyx, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est vraiment dans ces grands textes de la démocratie qui nous rappellent à un moment donné qu'on se bat pour quelque chose. Plus tard, dans la même oraison, Périclès conclut en disant « Les garçons dont les corps sont devant vous, vos maris et vos fils sont morts, mais la chose pour laquelle ils sont morts pour Athènes. » Ça valait quelque chose. Alors on n'en est pas là, on n'en est pas à la guerre, Dieu merci, et espérons qu'elle ne vienne pas, mais on est au moment où l'affirmation de nos valeurs est centrale. Je vous invite, pour les étudiants en particulier, à relire l'article qu'avait fait Anna Applebaum, l'auteur de Twilight of Democracy, dans The Atlantic il y a quelques semaines, quelques mois, sous le titre « The Bad Guys Are Winning ». Le terrain des valeurs est important, et on sent bien que les Européens l'ont maintenant à l'esprit. Alors, quelques points, je vais essayer d'aller un peu plus vite, sur la guerre en ce moment et comment empêcher sa contagion. Alors, on l'a vu dans ce qu'a dit Joseph Borrell, qui est assez intéressant. On vit un moment historique. C'est la première fois qu'une puissance militaire envahit un autre État souverain en violation du droit international. Alors, il y avait quand même eu le Koweït et l'Irak. Mais c'est également exceptionnel parce que la réaction des Européens en a surpris beaucoup, à commencer par les Russes eux-mêmes. Je pense que ce qu'on peut ajouter à ce qu'a dit Joseph Borrell, c'est que ça a surpris les Européens eux-mêmes. Ils ne s'attendaient pas du tout à cette fermeté qu'on a eue si vite. Donc il y a un intérêt dans l'unité. L'Europe de 1946 dont Churchill avait parlé ici, c'était encore l'Europe des puissances. Grandes puissances continentales, parmi elles les deux démocraties qui restaient, la France et l'Angleterre, qui n'ont pas voulu voir venir la guerre, qui n'ont pas voulu reconnaître la perte de leur influence depuis 1918. Et donc, dans cette Europe dominée par deux immenses démocraties qui avaient des empires, mais qui ne voulaient pas voir la vérité, on est allé à la guerre. Et ce que je trouve très étonnant, très encourageant aujourd'hui, c'est qu'on est 27 pays de tailles très différentes, qu'aucun d'entre eux, même les plus grands,
ne pense véritablement avoir un ascendant sur les autres, parce que comme ça fait 50 ans qu'on travaille ensemble, on sait que ce n'est pas comme ça que ça marche. Et que ce groupe de pays qui ont des traditions politiques si différentes, ainsi que nos voisins suisses et britanniques inclus, voient cette fois très bien arriver le risque de guerre. Et voient très bien cette fois-ci qu'il faut réagir et réagir tout de suite. La grosse question pour moi et pour nous tous, c'est est-ce qu'on va garder cette détermination dans la durée? Alors, ça vous donne, du coup, vous avez des éclairages là-dessus. Comment ça va durer? Quand vous regardez la structure de ce qu'on a fait. Il y a 3 gros volets dans les paquets de mesures qui ont été prises qui n'ont pas la même logique. Vous avez un premier volet dont le caractère est assez symbolique. C'est ce que les diplomates appellent le naming and shaming. On y trouve des mesures restrictives ciblées visant les comptes de M. Poutine ou les comptes de M. Lavrov, des restrictions applicables avec les zones des oblasts de Donetsk et de Louhansk. Il n'y en a pas beaucoup de relations avec ces gens-là. Des sanctions contre certains membres, les membres de la Douma d'État, entre autres, et puis des sanctions économiques et individuelles contre la Biélorussie. Il ne faut pas oublier la Biélorussie dans cette belle histoire. Le deuxième volet, qui lui, là on va rentrer dans le bois dur, dans la tôle, celui qui va beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui s'est passé en 2014, ce sont des mesures qui sont destinées à affaiblir durablement l'économie de la Russie. À la fois pour modifier le rapport coût-avantage de l'agression en cours, mais aussi pour rendre extrêmement difficile le financement de l'agression suivante. Ça a également un effet secondaire, c'est de désolidariser le régime russe de ceux qui le soutiennent dedans, les oligarques, et ceux qui le soutiennent dehors. Et là, vous avez une chose qui est intéressante à voir. Vous regardez le discours des autorités chinoises, qui comporte quelques zones de nuances, et vous regardez l'action des banques chinoises. Et les banques chinoises sont en train de faire attention à ne pas se retrouver prises dans la machine des sanctions. Le dispositif, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que c'est massif et que c'est conçu pour couvrir 2 cas de figure. Le cas de figure où la partie russe est rationnelle. Et puis le cas de figure où la partie russe ne l'est pas. Ça suffit dans les 2 configurations. Et là, vous trouvez les restrictions financières, les sanctions, l'interdiction de survol, l'interdiction de transactions avec la Banque centrale, l'exclusion de SWIFT. Il y a enfin des choses qui sont clairement sur le terrain de la défense, en réalité, et qui intègrent le terrain de l'affrontement. On veut éviter l'escalade, personne ne veut devenir co-belligérant, mais nous faisons tout ce qui est possible sans co-belligérance pour rendre cette guerre d'agression la plus longue, la plus lourde possible pour la Russie, pour que l'Union européenne ait le temps, et pendant ce temps-là, le temps de remonter ses capacités pour répondre à une agression accrue s'il devait y en avoir une. Qu'est-ce que vous trouvez là-dedans? La lutte informationnelle, hein, c'est la suspension de la diffusion dans l'UE des médias d'État russes, Russia Today et Sputnik. Il va y avoir des décisions peut-être ce soir, on le verra, ou demain, lors du Conseil de Versailles, et la fourniture d'équipements et de matériel aux forces armées ukrainiennes par l'intermédiaire de la Facilité européenne pour la paix. Vous vous rendez compte que l'Union européenne, la Commission, a mobilisé de l'argent pour ça instantanément. Ça ne s'était jamais fait. Un mot sur la Suisse là-dessus. La Suisse a montré qu'elle était capable de réagir rapidement face à une situation de violation majeure du droit international. Et donc le choix de votre pays d'adopter des mesures identiques à celles qui étaient prises par les Européens, c'était un geste extrêmement important d'unité, on en avait besoin pour éviter les contournements, mais également d'unité sur le terrain des valeurs, pour montrer que là aussi nous nous retrouvons. J'avoue que c'était le choix du bon sens. Il faut être lucide. La machine des sanctions euro-américaines, c'est un train extrêmement puissant. J'ai eu à m'occuper dans ma vie de ce genre de dispositif vis-à-vis de pays proliférants quand j'étais au Conseil des gouverneurs de l'AIA, au Conseil de sécurité. Lorsque la machine à sanctions financières arrive, il vaut mieux pas se retrouver au travers de la voie. Je viens de vous parler un petit peu de cette machine à sanctions. Il faut savoir que cette action européenne, elle se déploie avec à côté des tracks parallèles. Je ne vais pas rentrer dedans dans tous les formats, mais, parce que sinon on y sera encore demain, mais vous voyez bien qu'il y a un track Nations Unies qui vise à 2 choses. Constituer le consensus le plus large possible de la communauté internationale dans lequel la Chine n'est pas. Ça a pas mal marché,
puisqu'on a eu 164 voix à l'Assemblée générale, on en avait eu 110 en 2014 pour une résolution analogue. Donc on a augmenté le soutien. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux Africains, il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas perdre les 50 Africains. Sinon on retombe au score de 2010. Et au Conseil de sécurité, la Chine s'est abstenue. Elle n'a pas mis un double veto avec les Russes, et ça c'était très important. Vous avez, à côté de ça, des sanctions plus symboliques, les équipes sportives russes exclues de grandes compétitions internationales, on y travaille aussi comme Européens, et d'événements culturels. Ça, c'est le track ONU. Vous avez un track G7, avec là aussi toute la sphère économique qui s'active, et vous avez évidemment l'énorme action à l'OTAN, que je ne vais pas détailler ce soir, mais c'est en gros le déploiement de ce qu'on appelle la présence avancée sur les flancs Est, la présence initiale sur les flancs Sud, c'est les Français en Roumanie. Quel impact ça a au total sur la présidence? Ça va être un petit peu mes éléments de conclusion. Il y a une inclusion systématique, je vous l'ai dit, de la perspective Ukraine dans tout ce qu'on fait. Toutes les grandes réunions, on y pense. Mais il y a la poursuite de ce déroulé nominal de l'agenda de cœur, parce que c'est un agenda de réforme économique. Il y en a sur la réforme salariale aussi, mais je ne peux pas tout raconter. Et la poursuite de cet agenda ordinaire montre bien que les Européens ont compris qu'il leur fallait se doter de ce modèle résilient pour leur économie et que ce n'était pas le moment de prendre du retard sur les réformes du marché intérieur. Il y a en même temps pour la France et pour le chef de l'État la nécessité d'un positionnement politique et vous le voyez très bien. Alors, une fois encore, présidence du Conseil n'est plus ce qu'était la présidence de l'Union avant. Mais vous voyez que la présidence française du Conseil poursuit et elle continuera d'intensifier à la fois les initiatives diplomatiques, les sanctions contre les dirigeants politiques et économiques de la Russie et le soutien à la population ukrainienne. Mais en même temps, le président de la République, Emmanuel Macron, continue d'échanger avec le président Zelensky et il a choisi de rester en contact avec le président Poutine. Ça, c'est afin de chercher toujours à convaincre Vladimir Poutine de renoncer aux armes, mais aussi essayer de prévenir la contagion du conflit. C'est une question de conviction personnelle. Le président de la République a voulu toujours, depuis le début de son mandat, ce qu'il appelait le dialogue exigeant avec Vladimir Poutine. Ce n'est pas toujours un exercice agréable. C'est aussi, à côté d'une volonté personnelle, une nécessité politique quand vous êtes en présidence. Le sujet, c'est bien sûr de laisser ouvertes des portes de sortie si l'on pouvait arrêter ce conflit ukrainien. Mais le sujet, c'est aussi, et peut-être surtout, de garder l'unité des Européens, parce que ça va durer. Et pour ça, il n'y a qu'un seul positionnement possible, c'est d'être à la fois ferme sur les mesures, pour être crédible avec les pays d'Europe de l'Est, et ouvert au compromis pour garder à bord ceux des Européens à qui la tension avec les Russes coûte le plus cher économiquement à court terme. C'est pour ça qu'on parle à Vladimir Poutine, qu'on envoie des soldats en Roumanie, qu'on pousse les feux sur les sanctions, qu'on réunit les Européens à Versailles pour se donner une vision de moyen terme, et que tout ça, pour utiliser une formule d'un conseiller fédéral, il faut le faire en même temps. Voilà, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le Président, Monsieur le vice-recteur, Monsieur le directeur, chers professeurs et étudiants, je m'arrête ici afin que nous ayons quand même encore du temps pour échanger sur ces questions de l'avenir de la paix, de l'avenir de l'Europe. Merci de votre attention.